C'est une vidéo sur le problème le plus célèbre de la théorie des jeux. Des problèmes de ce genre surgissent de partout, des nations en conflit aux colocataires, qui font la vaisselle. Même des jeux télévisés ont été basés sur ce concept. Déterminer la meilleure stratégie peut signifier la différence entre la vie et la mort, la guerre et la paix, la prospérité et la destruction de la planète. Et dans les mécanismes de ce jeu, nous pourrions trouver la source même de l'un des phénomènes les plus inattendus de la nature. Le 3 septembre 1949, un avion américain de surveillance météorologique a collecté des échantillons d'air au-dessus du Japon. Dans ces échantillons, ils ont trouvé des traces de matière radioactive. La marine a rapidement collecté et testé des échantillons d'eau de pluie de leurs navires et bases partout dans le monde. Ils ont également détecté de petites quantités de cérium-141 et d'yttrium-91. Mais ces isotopes ont des demi-vies d'1 ou 2 mois, donc ils doivent avoir été produits récemment. Et le seul endroit d'où ils auraient pu venir était une explosion nucléaire. Mais les États-Unis n'avaient effectué aucun test cette année-là. Donc la seule conclusion possible était que l'Union soviétique avait réussi à fabriquer une bombe nucléaire. C'était la nouvelle que les Américains redoutaient. Leur suprématie militaire, obtenue grâce au projet Manhattan, s'estompait rapidement. Cela rend le problème de l'Europe occidentale et des États-Unis bien plus grave qu'auparavant et rend peut-être l'imminence de la guerre plus grande. Certains estimaient que la meilleure stratégie était de lancer une attaque nucléaire préventive contre les soviétiques tant qu'ils avaient l'avantage. Dans les mots du secrétaire de la marine Matthews, devenir des agresseurs pour la paix. John von Neumann, le fondateur de la théorie des jeux, a dit « Si vous dites « Pourquoi ne pas les bombarder demain ?» Je dis « Pourquoi ne pas les bombarder aujourd'hui ?» Si vous dites aujourd'hui à 5 heures, je dis « Pourquoi pas à 1 heure ?» Il était urgent d'agir concernant les armes nucléaires. En 1950, la Société de la Recherche et du Développement RAND, un groupe de réflexion basé aux États-Unis, étudiait cette question. Dans le cadre de leurs recherches, ils ont utilisé la théorie des jeux. La même année, 2 mathématiciens de la RAND avaient inventé un nouveau jeu qui, sans qu'ils le sachent à l'époque, ressemblait étroitement au conflit américano-soviétique. Ce jeu est désormais connu comme le dilemme du prisonnier. Alors jouons à un jeu. Un banquier possédant un coffre rempli d'or vous invite, vous et un autre joueur, à vous affronter. Chacun a 2 options. Vous pouvez coopérer, ou non. Si vous coopérez, vous recevrez 3 pièces chacun. Si l'un de vous coopère mais que l'autre non, alors celui qui n'a pas coopéré obtient 5 pièces et l'autre n'obtient rien. Si vous ne coopérez pas tous les deux, vous recevrez chacun une pièce. Le but du jeu est simple. Obtenir autant de pièces que vous le pouvez. Alors, que feriez-vous? Si votre adversaire coopère, vous pourriez aussi coopérer et gagner 3 pièces. Ou vous pourriez ne pas coopérer et obtenir 5 pièces pile à la place. Donc vous êtes mieux en ne coopérant pas. Que se passe-t-il si votre adversaire ne coopère pas à la place? Eh bien, vous pourriez coopérer et ne recevoir aucune pièce, ou vous pourriez ne pas coopérer, et au moins obtenir une pièce. Donc, peu importe ce que fait votre adversaire, votre meilleure option est toujours de ne pas coopérer. Si votre adversaire est rationnel, il arrivera à la même conclusion et ne coopérera pas également. Ainsi, lorsque vous agissez rationnellement tous les deux, vous vous retrouvez dans une situation sous-optimale, recevant chacun une pièce au lieu de 3 potentiels. Dans le cas des États-Unis et de l'Union soviétique, cela a conduit les 2 pays à développer d'énormes arsenaux nucléaires de dizaines de milliers d'armes nucléaires chacun, plus que suffisant pour se détruire mutuellement plusieurs fois. Mais comme les 2 pays possédaient l'arme nucléaire, ils ne pouvaient pas l'utiliser. Et les 2 pays ont dépensé environ 10 billions de dollars pour développer ces armes. Les 2 auraient été mieux lotis s'ils avaient coopéré et convenu de ne pas développer davantage cette technologie. Mais comme ils ont tous 2 agi dans leur propre intérêt, ils se sont retrouvés dans une situation où tout le monde était plus mal loti. Le dilemme du prisonnier est l'un des jeux les plus célèbres de la théorie des jeux. Des milliers et des milliers d'articles ont été publiés sur des versions de ce jeu. En partie, c'est parce qu'il apparaît partout. Les impalas vivant entre les forêts et les savanes africaines sont susceptibles d'attraper des tiques, ce qui peut entraîner des maladies infectieuses, la paralysie, voire la mort.
Il est donc important pour les impalas d'éliminer les tiques, et ils le font en se toilettant. Mais ils ne peuvent pas atteindre tous les endroits de leur corps, et ont donc besoin d'un autre impala pour les toiletter. Maintenant, toiletter quelqu'un d'autre a un coût. Cela coûte de la salive, des électrolytes, du temps et de l'attention, toute ressource vitale sous le chaud soleil africain, où un prédateur pourrait frapper à tout moment. Alors pour l'autre impala, il serait préférable de ne pas payer ce coût. Mais encore une fois, il aura aussi besoin d'aide pour se toiletter. Les impalas font face à un choix. Devraient-ils se toiletter mutuellement ou non ? En d'autres termes, devraient-ils coopérer ou non ? Eh bien, s'ils n'interagissent qu'une seule fois, alors la solution rationnelle est toujours de ne pas coopérer. L'autre impala ne vous aidera jamais, donc inutile d'essayer. Cependant, de nombreux problèmes ne se résument pas à un simple dilemme du prisonnier. Les impalas se voient qu'un jour après jour, et la même situation se répète encore et encore. Cela change donc le problème. Parce qu'au lieu de jouer au dilemme du prisonnier une seule fois, vous le jouez maintenant de nombreuses fois. Et si je ne coopère pas maintenant, mon adversaire saura que je n'ai pas coopéré, et pourra l'utiliser contre moi à l'avenir. Alors, quelle est la meilleure stratégie dans ce jeu répété ? C'est ce que Robert Axelrod, un politologue, voulait découvrir. En 1980, il a organisé un tournoi informatique. Il a invité certains des principaux théoriciens du jeu du monde entier, de nombreux sujets différents, à soumettre des programmes informatiques qui s'affronteraient. Axelrod a nommé ces programmes des stratégies. Chaque stratégie affronterait toutes les autres stratégies, et une copie d'elle-même. Et chaque confrontation durerait 200 tours. C'est crucial, nous y reviendrons. Axelrod utilisait maintenant des points au lieu de pièces, mais les gains restaient identiques. Le but du tournoi était de gagner autant de points que possible. Et à la fin, l'ensemble du tournoi a été répété 5 fois, pour s'assurer que le succès était robuste, et non pas juste un coup de chance. Axelrod a fourni l'exemple d'une stratégie simple. Elle commencerait chaque partie en coopérant, et ne trahirait qu'après que son adversaire ait trahi 2 fois de suite. Au total, Axelrod a reçu 14 stratégies, et il a ajouté une 15e, appelée aléatoire, qui coopère ou trahit simplement, au hasard 50% du temps. Toutes les stratégies ont été chargées sur un ordinateur unique, pour s'affronter entre elles. L'une des stratégies s'appelait Friedman. Elle commence par coopérer, mais si son adversaire ne coopère pas ne serait-ce qu'une fois, elle continuera à ne pas coopérer pour le reste de la partie. Une autre stratégie s'appelait Joss. Elle commence par coopérer, puis copie simplement le dernier mouvement de l'autre joueur. Puis environ 10% du temps, Joss devient sournois et ne coopère pas. Il y avait aussi une stratégie plutôt élaborée appelée Graskamp. Cette stratégie est similaire à Joss, mais au lieu de ne pas coopérer de manière probabiliste, Graskamp ne coopère pas au 50e tour pour sonder la stratégie adverse et exploiter ses faiblesses. La stratégie la plus élaborée était Withheld, avec 77 lignes de code. Une fois tous les jeux terminés, les scores ont été calculés, et le classement déterminé. Le truc fou, c'est que le programme le plus simple a fini par gagner. Un programme appelé Tit for Tat. Tit for Tat commence par coopérer, puis il copie exactement ce que son adversaire a fait lors du dernier mouvement. Il suivrait donc la coopération par la coopération, et la non-coopération par la non-coopération. Mais seulement une fois. Si son adversaire revient à la coopération, Tit for Tat en fait de même. Lorsque Tit for Tat a affronté Friedman, ils ont débuté et poursuivi leur coopération, obtenant ainsi des scores parfaits pour une collaboration totale. Lors du match entre Tit for Tat et Joss, ils ont débuté en coopérant, mais au 6e coup, Joss n'a pas coopéré. Cela a déclenché une série de non-coopérations en va-et-vient, une sorte d'effet écho. Donc maintenant, vous avez cette chose alternante qui vous rappellera certaines des politiques du monde d'aujourd'hui où nous devons vous faire quelque chose à cause de ce que vous nous avez fait. Et puis quand ce programme étrange introduit une deuxième non-coopération non provoquée, maintenant c'est vraiment mauvais, parce que maintenant les deux programmes vont se trahir mutuellement pour le reste du jeu. Et c'est aussi comme certaines des choses que nous voyons en politique aujourd'hui et dans les relations internationales. En conséquence de ces représailles mutuelles, Tit for Tat et Joss ont tous deux mal performé. Mais parce que Tit for Tat a réussi à coopérer avec suffisamment d'autres stratégies, il a quand même remporté le tournoi. Nous sommes connectés. Hey mon Dieu, il y a le professeur Axelrod. Hey, il y a
Et j'imaginais d'abord que ce serait un peu comme les échecs sur ordinateur où il faut un programme assez compliqué pour jouer à un jeu sophistiqué. Mais en fait, ce n'était pas du tout comme ça. La stratégie la plus simple a donné les meilleurs résultats. Alors j'ai analysé comment cela s'est produit. Axelrod a découvert que toutes les meilleures stratégies, y compris celles de Tit for Tat, partageaient 4 qualités. Tout d'abord, elles étaient aimables, ce qui implique qu'elles ne sont pas les premières à ne pas coopérer. Tit for Tat est donc une stratégie bienveillante. Elle peut ne pas coopérer, mais seulement en représailles. Donc le contraire de gentille est méchante. C'est la stratégie qui ne coopère pas en premier lieu. Donc Joss est méchante. Sur les 15 stratégies du tournoi, 8 étaient gentilles et 7 méchantes. Les 8 meilleures stratégies étaient toutes gentilles. Et même la stratégie gentille, la moins performante, a largement surpassé la méchante la plus performante. La deuxième qualité importante était d'être indulgent. Une stratégie indulgente est celle qui peut riposter, mais qui ne garde pas de rancune. Tit for Tat est donc une stratégie indulgente. Elle riposte lorsque son adversaire ne coopère pas, mais elle ne laisse pas les non-coopérations antérieures au dernier tour influencer ses décisions actuelles. Friedman, quant à lui, est d'une intransigeance absolue. Après la première non-coopération, juste de l'adversaire défecterait pour le reste du jeu, d'accord? C'est ça. Aucune pitié. Et cela peut sembler agréable à faire, mais cela ne finit pas par bien fonctionner à long terme. Cette conclusion qu'il est payant d'être gentil et indulgent a choqué les experts. Beaucoup ont essayé d'être rusés et de créer des stratégies subtiles et méchantes pour battre leur adversaire et obtenir un avantage. Mais ils ont tous échoué. Dans ce tournoi, les gentils ont remporté la victoire. Maintenant, Todd for Tat est assez indulgente, mais il est possible d'être encore plus indulgent. La stratégie d'échantillon d'Axelrod était de ne pas coopérer après que l'adversaire n'ait pas coopéré 2 fois à la suite. C'était un tit for two tats. Maintenant, cela peut sembler excessivement généreux, mais quand Axelrod a fait les calculs, il a découvert que si quelqu'un avait soumis la stratégie d'échantillon, ils auraient donc gagné le tournoi. Cette histoire est très intelligente et comporte de nombreuses couches de sens. Après qu'Axelrod ait publié son analyse de ce qui s'est passé, ou l'a diffusé parmi ses théoriciens des jeux, il a dit « Maintenant que nous savons tous ce qui a bien fonctionné, essayons à nouveau. » Alors il a annoncé un deuxième tournoi, où tout serait pareil sauf pour un changement, le nombre de tours par jeu. Lors du premier tournoi, chaque partie durait exactement 200 tours. Et c'est important. Parce que si vous savez quand est-ce le dernier tour, alors il n'y a aucune raison de coopérer dans ce tour, donc vous avez intérêt de ne pas coopérer. Votre adversaire devrait raisonner de la même façon, et donc ne pas coopérer non plus lors du dernier tour. Mais si vous anticipez tous les deux la non-coopération lors du dernier tour, alors il n'y a aucune raison pour vous de coopérer lors de l'avant-dernier tour, ou le tour précédent, ou avant cela, et ainsi de suite jusqu'au tout premier tour. Et donc, dans le tournoi d'Axelrod, c'était une chose très importante que les joueurs ne sachent pas exactement combien de temps ils allaient jouer. Ils savaient en moyenne que ce serait 200 tours, mais il y avait un générateur de nombres aléatoires qui les empêchait de savoir avec certitude. Si vous n'êtes pas certain de la durée du processus, il est préférable de continuer à coopérer. Parce que ça peut continuer, et vous pourriez avoir besoin d'eux, de votre côté. Pour ce deuxième tournoi, Axelrod a reçu 62 inscriptions, et a de nouveau ajouté du hasard. Les concurrents avaient les résultats et l'analyse du premier tournoi qu'ils pouvaient exploiter à leur avantage. Cela a créé 2 camps. Certains croyaient que la gentillesse et l'indulgence étaient des qualités gagnantes, alors ils ont soumis des stratégies en ce sens. L'un a même proposé tit for two tats. Le deuxième camp prévoyait que les autres seraient gentils, et particulièrement indulgents. Ils ont donc soumis des stratégies mesquines, pour prendre avantage sur ceux qui étaient particulièrement indulgents. Cette stratégie s'appelait Tester. Il ne coopérerait pas dès le début pour tester la réaction de son adversaire. S'il ripostait, Tester s'excuserait et jouerait tit for tat pour le reste de la partie. S'il ne ripostait pas, Tester ne coopérerait pas à chaque autre mouvement après cela. Mais encore une fois, être méchant ne payait pas. Et une fois de plus, tit for tat était le plus efficace. Encore une fois, les stratégies gentilles ont beaucoup mieux réussi. Dans le top 15, seule une n'était pas gentille. De même, dans les 15 dernières, seule une n'était pas méchante. Après le deuxième tournoi,
Axelrod a identifié les autres qualités qui distinguaient les meilleures stratégies. Le troisième est d'être rétributif, ce qui signifie que si votre adversaire ne coopère pas, ripostez immédiatement. Ne vous laissez pas faire. Toujours coopérer est une véritable menace, donc facile à exploiter. D'un autre côté, tit for tat est très difficile à exploiter. La dernière qualité qu'Axelrod a identifiée est la clarté. Les programmes qui étaient trop opaques, ils étaient trop similaires à un programme aléatoire. Vous ne pouviez pas les comprendre parce qu'ils étaient trop compliqués. D'établir un schéma de confiance avec un tel programme, car on ne pouvait pas comprendre son fonctionnement. Enfin, pas vous. Je veux dire, les autres programmes avec lesquels ils jouaient ne pouvaient pas les comprendre. Et donc, il finissait plus ou moins par penser que chaque tour est comme la dernière fois que je vais te voir, donc je pourrais aussi bien trahir. Ce qui me sidère à ce sujet, c'est que ces 4 principes, être gentil, pardonner, ne pas se laisser faire et clair, ressemblent beaucoup à la morale qui a évolué dans le monde et qui est souvent résumée par un œil pour un œil. Ce n'est pas le christianisme. Ce n'est pas la philosophie de tendre l'autre joue. C'est une philosophie plus ancienne. Il est intéressant de noter que bien que le tit for tats ait remporté le premier tournoi, il n'est arrivé que 24e au second. Cela souligne un point crucial. Dans le dilemme du prisonnier répété, il n'y a pas de meilleure stratégie unique. La stratégie qui fonctionne le mieux dépend toujours des autres stratégies, avec lesquelles elle interagit. Par exemple, si vous mettez œil pour œil dans un environnement avec seulement les intimidateurs ultimes de toujours ne pas coopérer, alors œil pour œil arrive en dernier. Je voulais voir si, par exemple, le œil pour œil se débrouillait bien parce qu'il réussissait bien avec des règles vraiment stupides, qui ne réussissaient pas du tout elles-mêmes, qui profitaient essentiellement des gens. Il a donc réalisé une simulation où les stratégies réussies d'une génération verraient-ils leur nombre augmenter, et celles qui ne réussissaient pas verraient leur nombre diminuer. Dans cette simulation, les stratégies les moins performantes disparaissent rapidement, tandis que celles les plus efficaces se répandent. Harrington, seule stratégie méchante du top 15, a d'abord connu une croissance fulgurante. Mais ensuite, le nombre de Harrington a rapidement diminué avec la disparition des stratégies dont elle se nourrissait. Cela montre un avantage principal de cette simulation, car elle teste à quel point une stratégie réussit avec d'autres stratégies réussies. Après 1000 générations, les proportions sont principalement stables et seules les stratégies agréables survivent. Encore une fois, le tit for tat sort en tête, représentant 14,5% de la population totale. Maintenant, ce processus peut sembler similaire à l'évolution, mais il y a une différence subtile. C'est qu'en l'occurrence, il n'y a pas de mutation, donc c'est en réalité une simulation écologique. Mais que se passerait-il si le monde dans lequel vous avez commencé était différent ? Imaginez un monde qui est un endroit vraiment désagréable à vivre, plus ou moins peuplé de joueurs qui ne coopèrent pas. Sauf qu'il y a un petit groupe de joueurs tit for tat qui vivent dans une sorte de noyau. Et parce qu'ils sont géographiquement isolés, ils commenceront à accumuler beaucoup de points, et aussi parce que cela se traduit par une progéniture, ils commenceront à prendre le dessus sur la population. Donc en fait, Axelrod a montré qu'une petite île de coopération peut émerger et se propager. Et elle finira par prendre le contrôle du monde, ce qui est fantastique. Comment la coopération peut-elle émerger dans une population de joueurs qui sont égoïstes, qui n'essaient pas d'être bons parce qu'ils ont bon cœur? Vous n'avez pas à être altruiste. Vous pourriez chercher à privilégier le numéro 1 pour vous-même et vos propres intérêts, et pourtant, la coopération peut toujours émerger. Selon certains, cela expliquerait comment nous sommes passés d'organismes totalement égoïstes. Un monde où chaque organisme ne se souciait que de lui-même, à un où la coopération a émergé et prospéré. Des impalas qui se toilettent mutuellement aux poissons qui nettoient les requins. De nombreuses formes de vie font face à des conflits similaires au dilemme du prisonnier. Mais parce qu'ils n'interagissent pas qu'une seule fois. Les deux parties peuvent être mieux loties en coopérant. Cela ne requiert ni confiance ni pensée consciente. Parce que la stratégie pourrait être codée dans l'acide désoxyribonucléique. Tant qu'elle se comporte mieux que les autres stratégies, elle peut prendre le contrôle d'une population.
Les idées d'Axelrod ont été appliquées à des domaines tels que la biologie évolutive et les conflits internationaux, mais il y avait un aspect que ces tournois originaux n'ont pas couvert. Que se passe-t-il s'il y a une petite erreur aléatoire dans le jeu et un peu de bruit dans le système ? Par exemple, un joueur tente de coopérer, mais c'est perçu comme une trahison. De petites erreurs comme celle-ci arrivent fréquemment dans la réalité. Comme en 1983, le système d'alerte précoce par satellite soviétique a détecté le lancement d'un missile balistique intercontinental depuis les États-Unis. Mais les États-Unis n'avaient rien lancé. Le système soviétique avait confondu le reflet du soleil sur des nuages de haute altitude avec un missile balistique. Heureusement, Stanislav Petrov, l'officier soviétique en service, a ignoré l'alarme. Mais cet exemple montre les coûts potentiels d'une erreur de signal et l'importance d'étudier les effets du bruit sur ces stratégies. Le mot « jeu » donne l'impression qu'il s'agit d'un jeu pour enfants, où il y a peut-être un abus de langage à l'appeler théorie des jeux, car ce sont évidemment des questions de vie ou de mort. Comme vous l'avez mentionné, c'est apparu pendant la guerre froide, et cela pourrait être une question de vie ou de mort pour toute la planète. Nous pourrions détruire la civilisation humaine. Donc ce ne sont pas des jeux au sens trivial du terme, c'est le terme utilisé par les mathématiciens et théoriciens. Tid Forta joue contre lui-même dans un environnement bruyant. Tous deux commencent par coopérer. Mais si une seule coopération est perçue comme une trahison, alors l'autre, Tid Forta, riposte, et cela déclenche une chaîne de représailles alternée. Et si une autre coopération est perçue comme une trahison, alors le reste du jeu est une non-coopération mutuelle constante, donc à long terme, tous deux n'obtiendraient qu'un tiers des points qu'ils obtiendraient dans un environnement parfait. Tid Forta passe de très bonnes performances à de mauvaises performances. Alors, comment résolvez-vous cela ? Vous avez besoin d'une méthode fiable pour éliminer ces effets d'écho. Et une façon de le faire est de jouer Tid Forta, mais avec environ 10% de pardon en plus. Donc, au lieu de riposter après chaque non-coopération, vous ne ripostez que 9 fois sur 10. Cela vous aide à sortir de ces échos, tout en étant suffisamment répressif pour ne pas être exploité. Nous avons donc organisé le tournoi avec enthousiasme et générosité. Et cela s'est plutôt bien passé. Mon exemple préféré est que Tid Forta se débrouille vraiment bien, mais il ne pourrait jamais faire mieux que le joueur avec lequel il joue. Pensez à ça. Par conception, tout ce qu'ils peuvent faire est de perdre ou de faire match nul. Et pourtant, lorsque les résultats de toutes les interactions sont comptabilisés, ils sortent en tête de toutes les autres stratégies. De même, ne jamais coopérer ne peut jamais perdre une partie. Il ne peut que faire match nul ou gagner. Mais globalement, son comportement est très mauvais. Cela souligne une idée erronée répandue. Beaucoup de gens pensent que pour gagner, ils doivent vaincre l'autre personne. Dans des jeux comme les échecs ou le poker, c'est vrai, puisqu'un gain pour une personne est nécessairement une perte pour une autre. Ces jeux sont donc à somme nulle. Mais la plupart de la vie n'est pas à somme nulle. Pour gagner, vous n'avez pas besoin d'obtenir votre récompense de l'autre joueur. Au lieu de cela, vous pouvez l'obtenir de la banque. Dans la vraie vie, le monde est une banque. C'est littéralement tout autour de vous. Il ne tient qu'à nous de trouver ces situations gagnant-gagnant, et ensuite de travailler ensemble pour débloquer ces récompenses. La coopération est payante, même entre rivaux. De 1950 à 1986, les États-Unis et l'Union soviétique ont eu du mal à coopérer, et tous deux ont continué à développer des armes nucléaires. Cependant, à partir de la fin des années 80, ils ont commencé à réduire leurs arsenaux nucléaires. Ils avaient aussi appris à résoudre les conflits. Plutôt que de conclure un accord pour abolir toutes les armes nucléaires en une fois, et de le transformer essentiellement en un dilemme du prisonnier unique, ils désarmeraient lentement un petit nombre de bombes nucléaires chaque année. Et ensuite, ils se vérifieraient, mutuellement, pour s'assurer qu'ils avaient tous deux coopéré, puis répéteraient l'année suivante et l'année d'après, tout en vérifiant constamment pour assurer une coopération mutuelle. Depuis plus de 40 ans après les tournois d'Axelrod, les chercheurs ont continué à étudier quelles stratégies sont les plus performantes dans une variété d'environnements. Ils ont ainsi varié les structures de récompense, les stratégies, les erreurs, et plus encore. Certains ont même permis aux stratégies de muter. Bien que le Tid Forta ou le Tid Forta généreux ne soit pas toujours en tête, les principales conclusions d'Axelrod restent valables. Soyez gentils, pardonnez, mais ne vous laissez pas faire.
Puis-je vous demander, pourquoi Anatole Rapoport a-t-il soumis le Tit for Tat? Je lui ai demandé de le faire, c'est la raison. Et il a écrit en disant, oui, je suis prêt à le faire, mais je veux juste être clair que je ne suis pas sûr que ce soit vraiment une bonne idée. Il était un chercheur pour la paix, et je pense que ses propres inclinations étaient d'être beaucoup plus indulgent, et peut-être ne pas être si facilement provocable. Ce que je trouve fascinant, c'est que l'une des principales choses qui distinguent la vie des choses non vivantes, c'est que la vie nous permet de prendre des décisions. Nous avons le choix. Des choix qui ne changent pas seulement notre avenir, mais aussi l'avenir de ceux avec qui nous interagissons. Voyez, à court terme, c'est souvent l'environnement qui façonne le joueur, qui détermine qui réussit bien. Mais à long terme, ce sont les joueurs qui façonnent l'environnement. Alors jouons à un jeu, le jeu de la vie, et faites vos choix judicieusement, car leur impact peut aller plus loin que vous ne le pensez.